sommes ravis de vous retrouver pour le journal sur RTI 1. Ce soir encore, les titres. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Cette mesure vise à assainir et à mieux réglementer le secteur en prenant en compte l'apparition de nouvelles formes de jeux issues des technologies de l'information et de la communication. Direction la Chine pour le premier forum sino-africain pour la paix et la sécurité. Au nombre de la cinquantaine de pays représentés sur place, la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de la Défense est à cette rencontre qui vise à construire une communauté de destin Chine-Afrique qui soit sûre. Le Burida va mal après un audit suite aux nombreuses secousses que subit le Bureau ivoirien du droit d'auteur depuis plusieurs mois déjà. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a annoncé aujourd'hui la suspension du PCA et du DG. Le directeur général par intérim a été nommé pour gérer les affaires courantes. Et puis le narcotrafiquant mexicain Joaquim Guzman, dit El Chapo, a été condamné à la perpétuité assortie de 30 années de prison supplémentaire. Il aurait fait entrer aux États-Unis au moins 1200 tonnes de cocaïne ces 25 dernières années. C'est l'heure de l'actualité sur RTI 1. Bienvenue. Et direction le palais présidentiel où s'est tenu le conseil hebdomadaire des ministres. Les cotisations à la couverture maladie universelle, le régime de prévoyance sociale pour les travailleurs indépendants et le projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard ont été passés en revue. À Ouattouré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 17 juillet, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard. Un nouvel arsenal juridique pour lutter contre la prolifération des jeux clandestins. Ce projet de loi répond à la volonté du gouvernement d'assainir et de mieux réglementer l'environnement des jeux de hasard. Il vise à doter le secteur d'un nouveau cadre juridique et institutionnel qui prend en compte l'apparition de nouvelles formes de jeux et de nouveaux acteurs issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi, ce projet de loi permettra de lutter efficacement contre la forte prolifération des jeux de hasard illicites et clandestins qui constituent un terreau favorable à la réalisation d'activités criminelles telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le gouvernement entend ainsi protéger la population, notamment les mineurs et les personnes vulnérables, contre l'addiction aux jeux à travers la promotion du jeu responsable. Le gouvernement entend également fournir une couverture sociale aux travailleurs indépendants à travers l'institution d'un régime de prévoyance sociale. Elle a pour objectif de fournir une couverture sociale aux travailleurs indépendants contre certains risques sociaux tels que la vieillesse, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle vise également à intégrer les acteurs du secteur non seulement dans le système de sécurité sociale, mais aussi dans les systèmes bancaires et fiscaux ivoiriens. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs penché sur les résultats du BEPC et du CEP. Au plan national, sur 420 674 candidats présents, 241 103 ont été déclarés admis au BEPC, soit 57,31% contre 60,14% en 2018. Relativement au CEPE, sur 529 595 candidats présents, 444 399 ont été déclarés admis au CEPE, soit un taux national de réussite de 84,84% contre 83,57% en 2018. Et puis, élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique, la princesse Sarah Zeyn de Jordanie, conseillère du Programme alimentaire mondial en matière de nutrition, va séjourner en Côte d'Ivoire du 18 au 20 juillet. Elle entend à cette occasion lancer un appel de fonds pour soutenir les actions du Centre d'excellence régionale de lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique.
Premier forum de la paix et de la sécurité Chine-Afrique à Beijing. Une cinquantaine de pays sont sur place, dont la Côte d'Ivoire, représentée par son ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Ce forum vise à réfléchir sur la construction d'une communauté de destin Chine-Afrique. Abou Sanogo. C'est le premier forum sino-africain pour la paix et la sécurité pour discuter des missions de paix chinoises sur le continent africain. Près de 150 représentants de 50 pays africains de l'Union africaine, dont 15 ministres de la Défense et chefs d'état-major des armées participent au forum. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, prend part aux travaux dont l'objectif est d'approfondir le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Afrique et de répondre aux nouveaux besoins de la coopération sino-africaine en matière de défense et de sécurité. Ahmed Bakayoko, prononçant le discours d'ouverture en qualité de représentant d'honneur des participants africains de ce premier forum, a exprimé l'espoir de voir le forum contribuer à renforcer la coopération sino-africaine en matière de paix et de sécurité afin que les deux parties sauvegardent ensemble la paix en Afrique et dans le monde. L'ensemble des États d'Afrique occidentale et centrale ont développé une stratégie commune de sécurisation de leur espace maritime appelé le processus de Yaoundé et en 2013. Ils se sont notamment engagés à consolider et harmoniser leurs dispositifs juridiques et pénals dans le domaine de la lutte contre la piraterie et ont établi une architecture interrégionale de sûreté maritime comprenant 4 niveaux. Cette architecture complexe et ambitieuse permet de développer des outils et des procédures de surveillance et de suivi des activités en mer, d'accentuer les échanges d'informations et de coordonner des actions conjointes de la sécurité maritime. Nous sommes reconnaissants de l'aide que les partenaires internationaux apportent déjà à sa réalisation. Et sollicitons ici un engagement plus fort de la part de la Chine dans cet ambitieux projet, car l'insécurité maritime demeure à un niveau toujours élevé dans le golfe de Guinée. Ateliers et discussions seront mis en place afin de débattre des questions de sécurité régionale. Dans le cadre de ce forum, les représentants africains pourront visiter les locaux et effectifs des armées de terre, de la marine et des forces aériennes chinoises. Le Sénat ivoirien et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD viennent de signer une convention cadre de partenariat. Un accord de coopération qui entre dans la mise en œuvre du plan stratégique du Sénat pour la période 2018-2020. Il s'agit de faciliter l'appui du PNUD à la réalisation des activités de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Sur place au Sénat, une visite dans le cadre de la coopération ivoiro-française cette fois. Le sénateur français Richard Yung, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, a visité l'institution. Éric Goré. Richard Yung en pleine séance de travail avec ses pairs. Il est le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées du Sénat français. À ce titre, il partage son expérience de plus de 10 années avec 2 présidents de commission du Sénat de Côte d'Ivoire, sécurité, défense et des relations extérieures. Alors la vocation des Sénats, et j'ai compris que c'était pareil en Côte d'Ivoire, c'est d'être les représentants, les défenseurs des collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, la commune, la région ici. Oui. Et d'une façon générale, le Sénat reprend les lois, les textes de loi qui sortent de l'Assemblée et les retravaille. Ce partage d'expérience met ainsi en œuvre la coopération entre les Sénats ivoiriens et français. Nous sommes en pleine composition de nos différentes commissions et avec justement ce qui nous a apporté comme expérience, parce que 16 ans au Sénat français, c'est quand même une grande expérience. Il nous a apporté beaucoup et nous espérons pouvoir vraiment concevoir nos commissions et apporter une plus-value au Sénat ivoirien. Le Sénat de Côte d'Ivoire veut s'appuyer sur l'expérience française pour accomplir sa mission avec brio au profit des populations ivoiriennes.
La 3e édition du Forum de la diaspora ivoirienne s'est achevée. Pendant 2 jours, plus de 300 participants ont échangé et il en ressort l'urgence de mettre cette diaspora au cœur des stratégies de développement. Les Ivoiriens vivant à l'extérieur sont estimés à plus de 1,2 million de personnes. Alexis Ouedraogo. Si le forum se veut plateforme d'expression des appréhensions, il vient surtout présenter les mécanismes mis en place par l'État pour accompagner sa diaspora. Opportunités d'investissement, mécanismes améliorés de transfert de fonds, stratégie de recrutement de cette diaspora et initiatives pour en attirer les talents. Des actions concrètes qui rassurent. Mais ce que les compatriotes nous demandent, c'est quand ils viennent au pays, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre s'ils veulent créer des entreprises, s'ils veulent avoir du travail et autres, le logement et autres. Donc aujourd'hui, avec ces 2 jours, vraiment, on a eu des réponses à ces questions et vraiment, on pense que le meilleur est à venir. On est en train de planifier un salon de l'habitat et de l'immobilier en Grande-Bretagne. Et notre objectif serait que les promoteurs immobiliers, les banques viennent nous supporter. On a pris beaucoup de contacts et puis on sait qu'après le forum, il y a de bonnes perspectives. Vu que les banques ne sont pas souvent les institutions auxquelles nous pouvons compter pour nous donner de l'argent. Mais si on nous ouvre des bons que nous pouvons acheter de là où nous sommes, ça nous fera des revenus dans le pays où quand nous venons, nous pouvons utiliser ça pour demander des crédits et faire ce que nous voulons dans le pays d'origine. Pour le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, si pendant longtemps la mémoire collective a abordé la migration comme difficulté insurmontable, les travaux de l'édition 2019 ouvrent l'esprit à une compréhension plus avisée. Nous avons renoué avec l'optimisme et l'audace, persuadés que la diaspora est une chance. Avec sa diversité, les transferts, son savoir, son savoir-faire, son expertise et ses ambitions, ainsi que sa connaissance de l'interculturel, la diaspora nous invite à tourner la page des ambitions inassouvies et des rêves avortés. Saluant l'implication du gouvernement dans cette vision soutenue par le chef de l'État, Ali Koulibaly engage un nouveau pacte de confiance avec la diaspora. Notons au nombre des résolutions et recommandations pour consolider les acquis de cette 3e édition, une communication plus adaptée, plus large sur les opportunités d'investissement, d'accès au financement et emplois vacants pour motiver le retour de la diaspora. Les principaux acteurs du secteur du pétrole et de l'énergie dressent un état des lieux de leur secteur. Ils travaillent à mettre en place un nouveau plan d'action afin de redynamiser la production nationale de pétrole et d'énergie en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Gbangbo. Ils sont venus de toutes les directions du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, mais également des entreprises privées spécialisées dans la production et la distribution du pétrole, de l'énergie et du gaz. Tous ont planché 2 jours durant sur l'avenir de ce secteur en Côte d'Ivoire. 2 jours de réflexion au thème desquels un large éventail de recommandations. L'intensification de la promotion du bassin sédimentaire ivoirien, en vue notamment d'accroître la production pétrolière et gazière nationale. La deuxième action, c'est celle de la formation de nos cadres et la création de l'école supérieure du pétrole et de l'énergie. Et pour finir, il s'agit bien entendu de la réouverture de l'ESIE pour la formation des ingénieurs et techniciens au métier de l'électricité. Un plan d'action qui est le fruit d'une belle collaboration entre le secteur privé et le secteur public. De bon augure, selon le ministre et les participants à ce séminaire. Les discussions se sont passées dans une ambiance correcte. Il y a eu beaucoup d'échanges fructueux, très positifs. Et je peux dire que l'ensemble des points qui ont été mentionnés par le secteur privé à ces ateliers et par l'État ont été pris en compte. Il faut que l'ensemble de ces recommandations puissent être consolidées dans un cadre juridique, fiscal et économique qui puisse permettre aux investisseurs de continuer à investir dans le pays. Le paysage pétrolier et énergétique devrait donc changer dans les prochains mois. Un plan de mise en œuvre devra accompagner les propositions qui ont été faites à Yamoussoukro. Donc on pourra de façon assez régulière faire le point et dire
Est-ce que telle action a été effectivement réalisée ou pas? Qui est le responsable? Est-ce qu'il a fait ou pas sa part? La vision principale du chef de l'État, du président Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte que nous puissions au cours des prochaines années avoir un secteur pétrolier qui se développe, que nous puissions produire du pétrole dans des quantités suffisantes, mais en n'oubliant pas le volet de la population. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour améliorer les conditions de vie de nos populations, avoir un impact positif en termes de réduction de la cherté de la vie et aussi créer des emplois pour nos jeunes. Le ministre a également annoncé la création d'un prix de l'innovation dans le secteur du pétrole et de l'énergie afin de récompenser les meilleurs projets d'entreprise dans ce secteur. La Côte d'Ivoire produit actuellement 37 000 barils de pétrole brut par jour et 2200 MW d'énergie. Dans la filière thon également, on travaille à faire bouger les lignes. Les acteurs du secteur sont réunis à Abidjan. Les échanges portent sur la question de l'évaluation et de la gestion des stocks thoniers tropicaux. Serge Collia. Avec 27 000 tonnes par an, la Côte d'Ivoire est le deuxième exportateur mondial de thon et le premier sur le plan africain. Un rang satisfaisant qui pourrait être menacé par la surpêche et la mauvaise exploitation de cette espèce de poisson dans les eaux ivoiriennes. C'est d'ailleurs pour évaluer et mieux gérer les stocks de thonidés tropicaux que des experts ivoiriens et américains se réunissent à Abidjan. Il y a certains stocks qui se portent bien, comme le listao, et puis il y a certains stocks qui se portent malheureusement un peu plus mal, comme le patudo par exemple. Mais c'est à nous de converger nos efforts, les efforts des pays exploitants, mais aussi des États côtiers, pour que ces stocks-là soient en bon état. Le but final, c'est de former les chercheurs ivoiriens qui interviennent dans le domaine du thon à mieux s'équiper pour mener leurs travaux de recherche. Pourvoyeuse d'emplois pour les jeunes et les femmes, la filière du thon constitue un pilier essentiel pour l'économie ivoirienne. Une réalité que le ministre Kobenan Kwasi Ayoumani a rappelé aux différents participants. Il les a exhortés par ailleurs à tout mettre en œuvre pour la bonne santé de la filière thon, conformément à la vision du président Alassane Ouattara. Cette filière, grande pourvoyeuse d'emplois pour les femmes et les jeunes, restera pour nous un important levier de lutte contre la pauvreté, conformément à la vision d'émergence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et aux objectifs du programme social gouvernemental PSGouv, mis en œuvre par M. Amadou Bon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. C'est pourquoi j'invite les acteurs de la filière thonière ivoirienne ainsi que nos experts à bien percevoir les défis auxquels nous sommes confrontés. Ces journées de réflexion, dites conférence sur l'évaluation et la gestion des stocks de thonidés tropicaux, va durer 2 jours. Le gouvernement ivoirien évalue un plan de redressement de l'UNACOPEC. Depuis 2017, les difficultés financières du réseau COPEC impactent négativement les performances de l'ensemble du secteur de la microfinance. Un nouveau programme va être donc exécuté. Lancine Bakayoko. Mauvaise gouvernance, accumulation des déficits, non-respect des ratios prudentiels. Ce sont là quelques manquements qui ont provoqué les contre-performances du réseau COPEC. Pour éviter la liquidation de cette microfinance qui aurait eu un grave impact social, le gouvernement a préconisé un plan de redressement. Un plan de redressement bâti autour de la mise en conformité du réseau, l'élaboration d'un nouveau système d'information et surtout un schéma de recapitalisation de 40 milliards. La mise en œuvre de ce plan a permis, monsieur le ministre, de mobiliser 11 milliards 329 millions de francs CFA au jour d'aujourd'hui. Ces ressources représentent 28% de l'enveloppe globale des 40 milliards 351 millions prévus pour recapitaliser à minima le réseau. Au chapitre des paris non tenus, le processus de fusion-absorption engagé par l'UNACOPEXI avec le refus d'adhésion des COPEC de Cocody et d'Ibérois. Ce processus, censé relancer la fêtière, devrait aboutir au regroupement des 135 agences du réseau COPEC en 24 COPEC régionales sur toute l'étendue du territoire. Malgré ces résultats mitigés,
l'optimisme reste de mise. Il y a des opérateurs économiques aujourd'hui, des bailleurs de fonds qui sont prêts à accompagner NACOPEC à recapitaliser la structure et finalement à nous aider à ressortir de notre léthargie. Il faut que nous revoyions la stratégie, quelle est la part qui revient aux nationaux et quelle est la part qui revient aux étrangers. Un plaidoyer entendu par le gouvernement, préoccupé par la préservation des emplois et la stabilisation du secteur de la microfinance. Nous allons donc faire un nouveau programme, un nouveau calendrier de mise en œuvre des activités qui restent. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de venir dire, voilà, il nous reste tant à faire. Mais ce qu'il nous reste à faire, on le fait dans combien de temps, dans combien de délais. C'est ça la performance. Je voudrais donc compter sur vous, monsieur l'administrateur, et les membres donc, du comité de surveillance, de suivi, de nous proposer très rapidement le nouveau calendrier de mise en œuvre des activités qui restent. Ce nouveau programme qui sera présenté dans 6 mois au gouvernement prévoit entre autres la mise en place d'un organe financier dont le rôle sera de centraliser toutes les ressources de l'Union. Le Trésor public se rapproche des populations, surtout celles qui hésitent à épargner ou à sécuriser leurs ressources financières dans des établissements adaptés. La Banque des dépôts du Trésor public a initié une rencontre à l'attention des opérateurs économiques et des commerçants de la commune d'Adjamé afin de les sensibiliser à l'épargne. Francis Boifo. Adjamé, commune à vocation commerciale. Les statistiques révèlent que 3 millions de personnes achètent et vendent au quotidien dans cette commune. En plus des magasins, on y trouve des produits alimentaires, souvent vendus par des femmes qui n'ont aucune culture bancaire. Illustration avec Sidonie Goré, vendeuse d'escargots. On ne connaît pas papier, donc il n'est pas fait comme bancaire. On dit les gens d'ici, tu envoies là-bas, ils vont bouffer dans la rade et pas faire ça. Au forum d'Adjamé, ouvrir un compte bancaire n'est pas une priorité, surtout quand on est conducteur de taxi. C'est une perte de temps pour nous passer. Avec le compteur, on tourne beaucoup. On ne se voit pas aller s'arrêter dans une banque pour taper 2 heures pendant que le travail doit se faire. Il peut faire épargner, mettre à quelque part dans lui aussi, qu'aller mettre à la banque. Pour mieux informer les commerçants, les opérateurs économiques et acteurs du secteur informel, la Direction générale du Trésor public a initié la journée de l'épargnant d'Adjamé. Elle vise à expliquer les avantages liés à l'ouverture de comptes épargne et comptes chèques à la Banque des dépôts du Trésor public. L'ouverture de comptes d'épargne à la Banque du Trésor avec un taux d'intérêt de 3,75%, alors qu'ailleurs, les taux d'intérêt n'excèdent pas 3,5%. Avec nous, même votre compte courant est rémunéré à un taux de 2% et cela n'est envisageable dans aucune autre banque. Aussi, nos cartes bancaires sont utilisables dans tous les guichets automatiques de tous les pays membres de l'UEMOA. Enfin, la CCD met à votre disposition sa banque en ligne, dénommée e-Banque Trésor, un produit qui permet à tous les clients d'avoir accès à leur compte en tout temps et en tout lieu. Je vois que c'est important de garder l'argent vraiment dans les banques parce que nous avons des intérêts et nous évitons beaucoup de dangers. Et parce que quand nous refusons de faire cela, nos marchés se brûlent avec nos économies et vraiment on perd tout. À la Banque des dépôts du Trésor public, il faut 10 000 francs CFA pour souscrire à un bon ou une obligation avec des taux d'intérêt allant de 3,75% à 8,25% par an selon la maturité de la souscription. Réduction du taux de chômage, emploi décent, efficacité en matière d'embauche, des sujets traités par le Centre de recherche microéconomique de développement. L'étude a permis de développer les forces et les faiblesses en matière d'emploi en Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Pour améliorer les politiques d'emploi jeunes en Côte d'Ivoire, une évaluation conduite par une équipe du Centre de recherche microéconomique du développement, de l'UFR des sciences économiques et de gestion, de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a été faite. L'étude a porté sur le CE2 emploi jeunes et le projet emploi jeunes et développement des compétences PGDEC. Le programme PGDEC, volet mise en stage, a eu un effet positif, clair, sur l'insertion professionnelle des jeunes, notamment avec des divergences entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Le programme a été plus avantageux aux jeunes hommes qu'aux jeunes femmes en termes d'insertion,
en termes de salaire, en termes de réduction de la durée du chômage. Néanmoins, il y a des faiblesses qu'il faut corriger parce qu'on a constaté qu'il y a des divergences importantes en termes de résultats hommes et femmes. Et il faudra donc penser peut-être à mieux orienter le programme pour aider plus les femmes à en tirer aussi un profit aussi important que celui des hommes. Cette étude sur l'amélioration des politiques d'emploi bénéficie de l'appui du Canada à hauteur de 50 millions de francs CFA. L'importance de l'emploi et l'insertion professionnelle, c'est une question qui est très importante pour le Canada et pour l'Afrique. Alors, on est en train de regarder comment est-ce qu'on travaille avec les jeunes aujourd'hui, comment est-ce qu'on encourage les emplois en Afrique, mais comment est-ce qu'également on soutient les travaux qui sont faits au niveau du gouvernement, les plans d'insertion et aussi les idées novatrices qu'on peut amener, qu'on peut apprendre d'un contexte et les partager avec un autre. En plus de la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, le Sénégal et le Tchad sont concernés par cette évaluation. Crise au Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur a été audité. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a pris ce mercredi des mesures importantes. Il annonce la suspension du PCA et de la directrice générale. Serge Coléa. Suspension du président du conseil d'administration et de la directrice générale. Voici la principale décision qui émane de la dernière déclaration du ministre de la Culture et de la Francophonie sur la crise au Burida. En raison des tensions persistantes au bureau ivoirien du droit d'auteur Burida, qui mettent en péril la vie de la société, et suite à l'audit commandité par l'Inspection générale d'État, IGE, le ministre de la Culture et de la Francophonie, en accord avec le gouvernement, prend les mesures conservatoires suivantes. Monsieur Cyril Sylvain et Madame Irène Assa Viera, respectivement président du conseil d'administration et directrice générale, sont suspendus de leurs fonctions. 2. Le conseil d'administration est invité à procéder à la désignation d'un nouveau président en son sein. 3. M. Akpatou Serge, directeur juridique du Burida, est nommé directeur général par intérim. Pendant son intérim, les comptes du Burida sont mis sous scellé. Toutes les perceptions et collectes des droits d'auteur et des droits voisins sont suspendus. Cette mesure de suspension sera levée une fois les nouveaux organes du Burida installés. Le ministre Maurice Kwaku-Mandaman invite les artistes au calme et à la cohésion pour sauvegarder les acquis et les avancées dans la gestion du bureau ivoirien du droit d'auteur. On parle intégration avec cette rencontre des experts de l'UEMOA qui planche sur le programme Anneaux de croissance. Il est composé de 114 projets intégrateurs et cela dans 5 pays de l'espace UEMOA. Noé Niagno. Ces experts en conclave à Abidjan sont issus des 5 pays qui composent l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin. 5 pays dont le développement socio-économique aura un effet d'entraînement avec impact régional. Pour cet anneau, un plan directeur d'aménagement ou outil de planification a été élaboré et adopté en 2018. Il porte sur 114 projets répartis sur 5 pays et cible des secteurs catalyseurs de développement socio-économique durable et inclusif. Notamment les secteurs de l'agriculture et des ressources animales, des infrastructures, du transport, de l'énergie, des mines, des technologies de l'information et de la communication et du commerce. Coût des projets 20 822 milliards de francs CFA, dont 20 352 milliards sont à mobiliser auprès des partenaires financiers. Une table ronde des bailleurs de fonds de ce plan directeur est prévue le jeudi 18 juillet. Mais avant, ces experts sont en conclave. Nous sommes conviés ce matin à un exercice d'apprentissage, à des échanges pour harmoniser nos présentations, trouver les liens entre nos projets dans l'esprit de l'intégration de notre espace ouest-africain
à travers l'UEMOA et la CEDEAO. Il s'agit de créer les conditions de l'adhésion des bailleurs de fonds. C'est l'occasion aussi de déterminer des stratégies idoines lors des présentations des projets face aux potentiels bailleurs qui ont répondu à l'invitation de la commission de l'UEMOA. Il s'agira en effet, premièrement, de présenter les projets afin qu'ils soient connus, y compris des partenaires techniques et financiers. Deuxièmement, de solliciter et obtenir leur adhésion et leur accompagnement. Et troisièmement, obtenir des engagements et des concours financiers multiformes indispensables à la réalisation des projets prioritaires identifiés. Les 114 projets sont répartis comme suit: Burkina Faso 27, Côte d'Ivoire 42, Ghana 13, Togo 15, Bénin 12 et la commission de l'UEMOA 7. Ce 17 juillet marque la date anniversaire de l'adoption du statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale. En Côte d'Ivoire, cette date symbolique a été marquée par la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Sidonie Davila pour la célébration officielle au Parlement ivoirien. 17 juillet 1998, il y a 21 ans, 120 pays s'unissaient pour adopter le traité de Rome portant statut de la création de la CPI. Aujourd'hui, à l'instar de plusieurs pays signataires, la Côte d'Ivoire a elle aussi marqué un arrêt pour célébrer les mesures prises par la communauté internationale en vue d'une justice pour tous. La commémoration de cette journée est une opportunité pour nous de demander encore une fois à la Côte d'Ivoire de mettre au cœur de son action la prise en charge totale de toutes les victimes de la crise ivoirienne, de continuer sa coopération avec la CPI. Cette année, c'est l'Assemblée nationale qui a accueilli les festivités marquant la 21e journée internationale de la justice pénale internationale, une initiative de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale, CICPI, en partenariat avec l'institution dont le premier responsable est représenté par Jeanne Peumont. Le Parlement ivoirien continuera donc de soutenir la promotion de la justice pénale internationale. Pour ce faire, les parlementaires doivent être formés et équipés afin de prendre une part active aux activités de sensibilisation et à la promotion de la ratification du statut de Rome. Le gouvernement devra, pour sa part, tout mettre en œuvre pour améliorer notre système judiciaire. Créé pour empêcher et prévenir les crimes, selon le chef des bureaux de la CPI en Côte d'Ivoire et au Mali, la Cour pénale internationale doit continuer de soutenir les actions de lutte contre l'impunité. Les études ont montré non seulement à quel point les conflits sont catastrophiques pour les pays où ils se produisent. C'est une raison importante pour laquelle la responsabilité des auteurs des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des génocides est réellement une tâche commune pour le monde entier. La Cour pénale internationale a besoin du soutien de tous. À l'occasion de cette journée commémorative, un hommage a été rendu à tous ceux qui œuvrent pour la promotion des droits des victimes et pour la protection des droits humains. Indemnisation et réparation des préjudices des crises survenues en Côte d'Ivoire. Les experts du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, les partenaires au développement, les acteurs communautaires et le corps passent en revue le processus, y compris la prise en charge des violences sexuelles liées aux différents conflits. Mamadou Kwasi. Le 4 août 2015, le président de la République, Alassane Ouattara, a lancé officiellement le processus d'indemnisation et de réparation des préjudices des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire, avec un fonds de 10 milliards de francs CFA. 4 ans après, l'heure est au bilan, d'où la tenue d'un atelier dans la ville de Grand Bassam pour revoir les acquis et parler de perspectives. Aujourd'hui, c'est plus de 1600 blessés qui ont bénéficié de cette prise en charge médicale et psychologique.
Également, au niveau du bilan, il y a l'introduction d'activités génératives de revenus, sans oublier les prises en charge scolaires pour les orphelins des victimes. Nous allons poursuivre toujours avec ce que nous avons toujours entamé, c'est-à-dire que les réparations individuelles, également en matière de prise en charge psychologique et en matière d'activités génératives de revenus. Dans cette nouvelle stratégie, le volet réparation communautaire occupe une place importante. Réhabiliter des infrastructures qui ont été détruites ou alors d'en construire de nouvelles à la demande des populations. Également, il y a des espaces de cohésion sociale. Par exemple, les foyers de jeunes que nous construisons sont également des infrastructures qui sont fortement demandées par la population. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui constitue des infrastructures communautaires et qui participent à la réparation. Et je crois que les premiers projets vont démarrer ce mois-ci avec un financement du PNUD et ça touche l'ensemble du territoire national. Le directeur de cabinet du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, représentant la ministre, a réaffirmé aux partenaires sociaux communautaires la volonté du gouvernement à assister toutes les victimes des différentes crises. Il appelle les organisations de la société civile et les ONG à soutenir le processus de réparation et de renforcement de la cohésion sociale et la réconciliation. De manière pragmatique, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé d'une façon large et holistique qui englobe le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et les garanties de non-répétition avec la mise en œuvre de réformes institutionnelles. Cette activité du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est soutenue par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Le programme social du gouvernement ivoirien vient de permettre le raccordement de Zaguinasso dans la région de la Bagoué au réseau électrique national. Christelle Dia et Godefroy Okambawa. L'obscurité ne s'imposera plus aux populations de Zaguinasso dans le département de Kouto, au nord de la Côte d'Ivoire. Un défi relevé par les populations qui célèbrent aujourd'hui le raccordement de leur village au réseau électrique national. Pour satisfaire les attentes en électricité des populations dans la région, l'État a fait d'importants investissements dans le secteur. 106 localités sur 163 sont raccordées au réseau électrique national. Une initiative qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement. Cela fait plusieurs années que nous nous battions pour cela. Je suis particulièrement heureux de voir qu'aujourd'hui, pas seulement Zaguinasso, mais en plus de Zaguinasso, une dizaine d'autres localités de la région de la Bagoué sont raccordées au réseau électrique. Donc nous sommes très heureux vraiment d'être ici. L'électricité, ça change la vie, ça apporte la santé, ça apporte mieux-être aux populations. Ça permet de créer des activités génératrices de revenus. Selon l'émissaire du gouvernement, l'État entend faire passer le taux de couverture nationale en électricité à 100% avant la fin de l'année 2020. Grâce à ce programme social du gouvernement, les usagers pourront être raccordés au réseau électrique avec seulement 1000 francs CFA. Direction Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, une cérémonie de soutien au RHDP et surtout aux actions de développement économique et social de la Côte d'Ivoire entreprises par le président Alassane Ouattara depuis 2011. Des travaux d'envergure y sont annoncés. Soro Corona. Place publique de la gare sans frontières de Yamoussoukro. Lieu choisi par l'association des ressortissants des Karakouro et le peuple sénoufo résident à Yamoussoukro pour marquer leur engagement aux idéaux du RHDP. Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix et leur soutien à son président Alassane Ouattara. Les différents intervenants ont salué les efforts du président de la République Alassane Ouattara et de son premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire au niveau international. J'appelle à une telle mobilisation pour soutenir le Premier ministre qui est notre grand frère dans sa mission auprès du président de la République. Nous devons nous rassembler, nous devons nous serrer les coudes. Parrain de ce rassemblement, le chargé de mission du président de la République, Ouattara Lassina, a exhorté le peuple sénoufo à l'union. Je dis à tous les sénoufos de la Côte d'Ivoire de se réunir. C'est important pour le président Ouattara. J'espère que ce sera une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Invité du peuple sénoufo, le ministre Souleymane Diarra-Souba, le ministre a annoncé la présence prochaine du Premier ministre pour le lancement de nombreux travaux à Yamoussoukro. Le président de la République et son gouvernement continuent de faire beaucoup pour Yamoussoukro.
Et comme je l'ai indiqué également, il y a des projets qui ont été annoncés, qui seront mis en œuvre très prochainement et lancés par M. le Premier ministre lui-même. Rassurer M. le Président de la République que les populations, en tout cas du Grand Nord, qui vivent à Yamoussoukro, l'ont soutenu hier, continueront de le soutenir aujourd'hui et vont continuer de le soutenir demain. Plusieurs autres rassemblements du peuple sénoufo pour témoigner leur engagement et soutien au RHDP sont prévus dans toutes les régions du pays. Les jeunes et les femmes de Côte d'Ivoire sont exhortés à soutenir le mouvement national des nouvelles énergies libérales pour la renaissance et le développement. Le mouvement a rencontré ces deux franges importantes de la population afin de leur en expliquer le bien fondé. Aboulaye Koné. Un séminaire de formation, élément de stratégie pour exhorter les jeunes et les femmes de Côte d'Ivoire à soutenir les actions du mouvement national des nouvelles énergies libérales pour la renaissance et le développement de la Côte d'Ivoire. LRD Énergie dit s'inscrire résolument dans la dynamique de la victoire du RHDP en 2020. Il est l'heure pour moi aujourd'hui d'informer mes soeurs, mes frères, la jeunesse surtout, de se lever pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a que le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour booster le développement social des jeunes. Le V-Baoulé fait partie des zones cibles où le mouvement national des nouvelles énergies libérales pour la renaissance et le développement de la Côte d'Ivoire multiplie ses actions. Dans le département d'Atié-Guakro, les femmes et les jeunes ont été instruits sur les stratégies élaborées par l'homme politique candidat à une élection, les outils et les moyens qu'il se donne pour arriver à ses fins, ses rapports avec son électorat, notamment les jeunes et les femmes, qui constituent deux franges importantes de l'électorat. Également instruit sur le profil du meilleur candidat à travers les actions que celui-ci mène au quotidien et touchant tous les domaines du développement, la cohésion sociale et la paix, ils se sont fait une claire idée de leur choix pour la prochaine présidentielle. Et pour LRD Énergie, il faut choisir le candidat du RHDP. Notre vision, c'est de pouvoir accompagner les œuvres du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au travers des idées de notre président Alassane Ouattara. Nous ne voulons pas être en marge du RHDP qui est en train de naître et vraiment nous voulons dire au président que nous sommes là pour le soutenir dans tout ce qu'il est en train de faire. Marie-Laure Mensa, premier adjoint au maire d'Atié-Guakro, investit le terrain local pour le compte du mouvement LRD Nouvelle Énergie. Objectif, contribuer à la victoire du RHDP en 2020 en mettant un point d'honneur à la promotion de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation. À Agboville également, on parle de soutien au RHDP. Le Parti ivoirien des volontaires y a fait sa rentrée politique et a affirmé son soutien au Rassemblement des républicains pour la démocratie et la paix. Éric Goré. Rentrée politique du Parti ivoirien des volontaires pour le développement PIVD. Un parti composé essentiellement des enseignants volontaires. Il revendique des milliers d'adhérents sur le territoire national. Le PIVD encourage le volontariat pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le volontariat, c'est un engagement. Le président de la République l'a dit, il faut un Ivoirien nouveau. Et je pense que c'est ça aussi l'Ivoirien nouveau. Accepter d'aider, accepter de faire pour faire avancer. Lors de cette rentrée politique qui s'est tenue à Agboville devant les militants et militantes de ce parti, la consigne est claire, soutenir le président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Pour rendre hommage en 2018 et 2019 au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour marquer notre adhésion au RHDP, pour soutenir ses actions politiques de développement pour la Côte d'Ivoire. Volontariat et service civique comme solution au développement est le thème de cette rentrée politique du PIVD. Hajj 2019, pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Déjà 1000 pèlerins sur les 9000 que compte le contingent ivoirien sont arrivés à Médine. La ville sainte accueille depuis quelques jours des milliers de musulmans venus des 4 coins du monde. Aboulaye Koné, envoyé spécial en Arabie Saoudite, nous propose une carte postale de la deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque. Médine. Cette ville, située dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, marque la première étape du Hajj pour tous les pèlerins. Son centre-ville abrite le grand édifice Al-Masjid Al-Nabawi ou encore la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
Avec ces immenses dômes qui s'élèvent au-dessus des tombeaux du prophète et de ses compagnons, Abou Bakr et Omar ibn Khattab, le Masjid al-Nabawi ne désemplit pas. Africains, arabes, asiatiques et occidentaux, tous s'y retrouvent au nom de l'islam et de son bien-aimé prophète. Mais Médine est aussi une ville qui sait attirer le premier visiteur qui s'y aventure. Ses nombreux magasins et ses grands centres commerciaux restent ouverts pour la plupart du temps. Bref, au risque de détourner le pèlerin de l'utile, Médine demeure agréable et sûre car la police saoudienne n'est jamais bien loin pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Actualité internationale pour terminer, El Chapo a été condamné à la perpétuité assorti de 30 années de prison supplémentaire. Le narcotrafiquant mexicain Joaquim Guzman, aujourd'hui âgé de 62 ans, a fait entrer aux États-Unis au moins 1200 tonnes de cocaïne en 25 années. Et il a ordonné l'assassinat ou mis lui-même à mort au moins 26 personnes. Ses avocats annoncent cependant qu'ils vont faire appel de cette condamnation. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain soir pour un nouveau journal. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée.